parti. Salut Isabelle, ça va? Salut Cédric, ça va très bien, je te remercie. Et toi? Ouais, je suis trop content d'être avec toi là maintenant. Parce qu'au fait, ça fait un moment que je me dis qu'il faut qu'on fasse un épisode ensemble et on va comprendre pourquoi. Euh, et en plus, le podcast, ça fait un petit moment que je le fais beaucoup moins qu'avant. J'ai beaucoup ralenti les épisodes de podcast. Je fais principalement avec les personnes qui ont été mes clients et que j'ai envie d'écouter à l'issue de leur passage. Et très très peu avec d'autres personnes désormais. C'est très rare. Mais donc tu fais partie de ces personnes rares et exceptionnelles que j'estime exceptionnelles, avec qui j'ai envie d'avoir une discussion. Ah, Donc voilà, du coup les gens qui écoutent vont se dire mais qui est Isabelle? Comment ça se ah, fait qu'il l'invite et que moi il m'invite pas? Non, je plaisante, je suis pas demandé à ce point-là. Quoique. Non, non, c'est un vrai bonheur parce qu'on se connaît déjà et je suis trop content d'avoir cette conversation. Est-ce que tu veux bien commencer par la question traditionnelle, hein, mais en tout cas nous expliquer un petit peu, nous raconter l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois Isabelle. ah. Ouais, j'adore cette question, c'est super dur. Bon, on va se lancer, ok. Il était une fois une petite fille, on va commencer par l'enfance, née à la campagne, donc dans un milieu très lié à la terre, avec des parents aimants, et qui est entre deux frères. Voilà, donc une enfance, on va dire, heureuse, qui va à l'école à pied, qui rentre à manger le midi avec une maman très présente. Une maman qui était kiné et qui a arrêté de travailler à ma naissance. Hein, je suis la numéro 2. Un papa peu présent parce qu'avec son entreprise, papa entrepreneur, une entreprise familiale. Et je grandis entre mes frères et vient l'âge de 11 ans où je rentre en sixième. Et là, je rentre en sixième, mais je pars à la ville. Et là, je pars en pension. Je pars en pension parce que c'est à 30-35 kilomètres. Donc, pas possible de faire les allers-retours tous les jours. Donc, me voilà à 11 ans pensionnaire. Donc, premier moment de ma vie où c'était difficile en fait. Parce que je vis ça un peu comme une cassure. Je sais à l'âge de 11 ans que mes parents ont fait ce choix d'éducation parce qu'ils pensent que c'est le meilleur choix possible. Mais moi, je le vis un peu comme une punition, en fait, d'être séparée de ma famille la semaine et aussi de tous mes copains, mes copines avec qui j'avais fait tout ma école maternelle, primaire. Donc difficulté. Donc, petite fille vouée à devenir assez grande rapidement. Le seul moment où je peux sortir de la pension dans la semaine, c'est pour aller prendre un cours de piano en ville. Et chez une vieille dame, voilà, très sympa, mais où j'ai fait quand même pas mal d'années de piano. Donc c'est un petit peu ma récréation. Mais je me souviens que voilà, j'avais quand même un peu les pétouilles toute seule à 11 ans d'aller dans les rues de Rouen. Donc la pension se passe et puis je grandis, je change aussi de milieu parce que la ville, quand tu viens de la campagne, c'est pas évident. Je me retrouve entourée de... J'étais dans un collège que de filles à l'époque. Ça a changé après, hein, ça s'est ouvert à la mixité, mais... Et je me sens vraiment pas à l'aise en fait. Je me sens pas à ma place en fait. Tu vois, c'est un milieu bourgeois, enfin c'est pas du tout là d'où je viens. Et donc, ça, je l'analyse à l'âge adulte, mais j'ai plein de stratégies d'adaptation pour essayer de faire ma place. Mais je sais que c'était pas les meilleures années de ma jeune vie. Vient ensuite le lycée. Alors cette fois-ci, je bascule dans un lycée qui était à la base que de garçons et qui s'ouvre à la mixité. Donc là, on était très peu de filles. Et donc, autre ambiance encore. Toujours une ambiance de pension et de lycée privé, avec des grandes exigences sur le plan des études. Donc, on est un peu saqué au niveau des notes. Bon, moi qui ai l'habitude avec mes frères, je me sens pas mal à l'aise avec les garçons, hein. Euh, mais on sent quand même que l'ambiance de garçons, c'est pas pareil qu'une ambiance de filles et que les gars, ils aimaient bien être entre eux quand même. Voilà. Même si, évidemment, certains à cet âge-là, bon, apprécient quand même que les filles débarquent au lycée. Je sais pas trop quoi faire de ma vie en fait, et j'ai pas du tout de pression par rapport à ça. Tu vois, j'ai pas quand j'étais enfant, j'avais pas de grands rêves. J'ai aucun souvenir d'avoir eu des grands rêves ou de quand je serai grande, je ferai ci, quand je serai grande, je ferai ça. Pas du tout. Mais je le vivais pas avec de la tension, de la pression.
Et puis on était juste préparés à faire des études et sans trop réfléchir, tu vois. Plutôt en scientifique des études d'ingénieur, plutôt bac B à l'époque, des études de commerce. Moi j'étais en filière scientifique, donc école d'ingénieur, avec j'étais une bonne élève, hein, mais en lycée privé on est quand même assez saqué, donc j'avais un dossier très moyen et donc j'ai été prise nulle part. Et donc je me souviens à l'époque du ce qu'on appelle le CPE maintenant, qui avait dit à mes parents, pas à moi, hein, à 18 ans, il s'adressait à mes parents et pas à moi. Il dit, bon, bah, c'est pas très grave, hein, elle ira à la fac et puis, bon, elle se mariera, elle fera des enfants. Voilà. Alors là, j'avoue que oui, ouais, c'était il y a quelques années, c'est vrai, mais à l'époque, ça m'avait un peu fait sortir les yeux des orbites, tu vois, comme dans les dessins animés, là, le truc. Et là, j'avais une espèce de colère quand même. Je dis non, mais ça va pas, non. Bon. Et là, j'ai commencé à réfléchir à quoi faire. Bon, comme je n'avais pas appris en avance quoi faire, je me suis effectivement retrouvée à la fac, dans une fac de bio, parce que j'aimais bien la bio. Et là, tu sors d'un lycée privé où tu peux pas sortir pendant sur 7, où tout est très très cadré, à être à la fac, petite chambre d'étudiante en ville, et pas forcément être obligée d'aller en cours. Donc la vie change quand même. Donc je m'ouvre à plus de choses. Et en fait, finalement, la fac de bio, ça m'intéresse pas vraiment. Et je me retrouve plutôt à aller avec des amis qui sont inscrits en médecine, à fréquenter en fait la fac de médecine. Et en fait, je passe beaucoup plus de temps à assister en candidat libre en fait hein, à la fac de médecine, à plein de cours d'anatomie et physio qui me passionnent vraiment. Comme à la fin de cette première année, eh ben, j'ai pas de diplôme, enfin, je valide rien, puisque j'ai pas vraiment été attentive à cette première année de fac. J'ai mis l'hypothèse d'aller en médecine auprès de mes parents. Et bah là, en fait, c'est un refus parce que bien souvent, on passe pas la première année de la fac de médecine, il faut réitérer une deuxième fois. En tout cas, c'est un peu le schéma classique. Même s'il y en a évidemment qui passent du premier coup, mais moi je suis pas conditionnée comme ça, si tu veux. C'est marrant comme après on arrive à analyser comment on croit en fait ce que nos parents nous disent sans dire mais non, mais moi je peux le faire, tu vois. Donc bah, en fait on me dit bah non parce qu'en fait là tu as perdu une année, après tu vas sans doute doubler, donc ça te fera 3 ans, et si au bout de 3 ans t'as rien, tu auras perdu 3 ans. Donc bah non. Et donc, je fais quoi? Je fais quoi? Bah, ma maman était kiné, c'est trop tard pour passer les concours de kiné ou de sage-femme. Sage-femme, ça m'aurait bien plu aussi. Donc, je me retrouve à passer le concours d'infirmière, que je ne prépare pas du tout. Je me souviens même la veille, j'avais fait une soirée avec des gens de médecine, et donc avec peu de sommeil, je vais passer mon concours d'infirmière le lendemain. Et là, eh ben, écoute, avec sans doute beaucoup de chance, mais je passe haut la main ce premier step, et puis après il y a un oral, et puis pareil, hein. Et donc je suis reçue à l'école d'infirmière, et je commence mes études d'infirmière. Et là, ben, révélation, enfin révélation, en tout cas un peu par hasard, tu vois, et ça me plaît tout de suite en fait. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est pas, il n'y a pas que des cours, c'est qu'on est tout de suite dans le contact avec le patient, et en fait je me sens tout de suite très utile. Et j'adore cette ambiance. J'allais dire, j'adore cette odeur d'hôpital. Pas forcément, mais en tout cas, je me sens à ma place. Là, ça y est, je me sens à ma place. Je me sens à la place dans le soin et je me sens à la place dans le côté relationnel avec le patient. Même si à 19 ans, ça peut être impressionnant, en fait. C'était pas du tout, j'ai pas du tout l'occasion d'avoir des malades dans mon entourage hein, jusqu'à présent. Mais je me sens à l'aise. Voilà. Donc, je fais cette école d'infirmière, je travaille en tant qu'infirmière en chirurgie générale, et puis j'ai envie d'aller un peu plus loin, donc peut-être un peu par rapport à la frustration de la médecine. Et donc, je vois que ce qu'il est possible de faire dans les différentes spécialités quand tu es infirmière, c'est de l'anesthésie et réanimation. Donc là, ce qui demande la préparation avec un concours. Et là, cette fois-ci, je me mets vraiment à bosser, du coup, parce que j'ai vraiment envie de faire cette spé. Donc, je me revois préparer le concours avec un petit bébé de 6 mois dans son parc à côté, donc mon premier enfant. Je me suis mariée assez jeune, hein, à 24 ans, mon premier enfant à 25 ans. Et donc, à 26 ans, je rentre à l'école d'infirmière anesthésiste avec 2 années de parcours à temps plein, pris en charge par l'hôpital et après à rendre ces années à l'hôpital.
Donc là, c'est une fierté parce que j'ai eu quelques colibets en fait sur le fait que je puisse arriver jusque-là. Et donc un peu une fierté, tu vois, déjà une fierté pour moi, mais aussi de montrer que voilà, j'étais capable de mener cette barque-là jusque-là. Et je commence à travailler au bloc opératoire et j'y ai travaillé pendant un peu plus de 20 ans. Voilà. L'histoire s'arrête pas là. Donc mon papa malheureusement tombe malade, gravement malade. Il a un cancer et il est tout juste à la retraite. En fait, il profite même pas de sa retraite et le cancer est diagnostiqué un peu tard. Et il se soigne quand même, ça donne quand même de bons résultats. Il a quand même une qualité de vie qui reste tout à fait correcte. Et ça m'ouvre au fait que, bon, malheureusement, il décède 2 ans plus tard, mais ça m'a ouvert au fait que j'aurais aimé, tu vois, apporter une autre dimension dans le soin. Et c'est comme ça que je commence à apprendre une médecine complémentaire. J'aime bien ce terme de médecine complémentaire plus que médecine douce, tu vois. Et ça tombe sur la réflexologie, ça aurait pu être autre chose, mais c'est là où je commence à apprendre la réflexologie. Tu vois, en fait, j'aurais aimé apporter des soins qui accompagnent, en fait, dans ces derniers mois de vie, qui l'aident, en fait, par rapport à la douleur. Et même ce soin qui est vraiment multidimensionnel, on va dire. Donc j'apprends la réflexologie, puis après je commence, tout en travaillant en tant qu'infirmière anesthésiste, je commence à apprendre d'autres choses, à m'ouvrir aussi aux soins énergétiques, parce que je sens que j'ai dans mes mains, tu vois, j'ai une chaleur quand je suis en séance de réflexo. Et alors, quand je suis au bloc opératoire, mes mains, elles sont très froides. Mais quand je suis en séance de réflexo, mes mains, elles sont chaudes, tu vois. Et je commence à voilà, me laisser un peu plus guider par mes ressentis au niveau de quand je m'approche des gens, tu vois, toujours en situation de soin. Attention, pas dans la rue, tout ça, mais en situation de soin. Parce que c'est la question qu'on a parfois. Et petit à petit, avec les années, à côté de mon travail, eh ben voilà, je me mets à pratiquer d'autres types de soins. Et avec une idée, un rêve d'ouvrir un jour mon cabinet, tu vois, et à ne faire que ça. Alors c'est vraiment là le mot rêve, tu vois. Le rêve, pour moi, c'est bah ouais, tu rêves, ma fille, en fait. Comment c'est possible, tu vois, comment c'est possible de gagner sa vie comme ça, et comment c'est possible avec la vie que tu mènes aussi, parce que entre-temps, j'ai eu d'autres enfants. J'ai eu 3 filles, des jumelles et une petite dernière. Et le rêve d'ouvrir mon cabinet se casse grandement la figure parce que aussi à un moment donné, eh ben, je dois me séparer du papa de mes enfants. Et donc là, eh bien, j'avais commencé à diminuer un petit peu mon temps de travail salarié, tu vois, pour faire plus de soins. Bah là, en fait, je rééquilibre la balance dans l'autre côté. Je retourne plus travailler en tant que salarié. Et donc le rêve s'éloigne, mais le rêve reste dans ma tête. Et je continue quand même à pratiquer à côté, bah, auprès des gens que je connais. J'ai un transat, je vais à domicile, je vais chez les gens et petit à petit comme ça. Tu vois, pour moi, c'est à des petits pas. Petit à petit, eh ben, je me fais connaître vraiment en bouche à oreille, simplement comme ça. Et là, on est dans les années 2012, 2013, 2014, tu vois. Donc, on est il y a plus de 10 ans. Mm. Et puis, c'est pas que je perds vraiment du sens à mon travail d'infirmière anesthésiste, c'est juste que il y a une espèce d'essoufflement qui se met en place. Alors, tout petit hein, au départ, d'espèce de frustration. C'est-à-dire que je sens ce dont les gens ont besoin, mais je ne peux pas accéder à ça, tu vois, parce que au bloc opératoire, les gens, ils arrivent avec une grosse dose de stress. Moi, j'adore, c'est les prendre en charge et justement diminuer tout ça pour qu'ils s'endorment hyper paisiblement. Infirmière anesthésiste, on va en parler juste 2 minutes, parce que les gens connaissent pas ce métier. En fait, c'est comme si on faisait ce que fait le médecin anesthésiste. Moi, j'étais en clinique privée les 11 dernières années, donc on avait beaucoup d'autonomie, c'était assez génial. Mais sauf qu'on n'est pas prescripteur et qu'on ne les voit pas en consultation avant. Et qu'on travaille en collaboration, mais il y a une confiance et on est à même de mener l'anesthésie de A à Z tout seul, en fait. Donc c'est hyper, hyper intéressant. Donc moi, j'adore cette prise en charge où je rassure les gens, je les fais partir dans leur monde, vraiment. Tu vois, j'essaie en quelques mots de savoir un petit peu ce qu'ils aiment
pour partir un peu, un truc un peu hypnotique, tu vois. Avant de Mm. pousser les produits, les endormir, hop, et c'est parti pour la chirurgie. Et puis après, le côté qui se réveille bien. Ça, j'adore. C'est vraiment ce que j'ai le plus investi avec les années. Je me perds un peu là, pourquoi je te parlais d'anesthésie. Oui, je te disais que en fait, moi, je sentais tous les besoins que les gens avaient, si tu veux. Je percevais des choses dans leur vie, mais le passage est trop court au bloc opératoire. Il n'y a pas de suite, tu vois, il n'y a pas de suivi. Et ça commençait à me manquer, à me coûter un petit peu. Mais je m'autorisais pas encore à laisser plus de place et plus de temps pour pratiquer les autres soins. Et puis, il s'est rien passé de particulier, mais juste le temps qui passe et à me dire, mais quand est-ce que je vais pouvoir vraiment être beaucoup plus dans cette partie-là qui m'intéresse, qui me fait, enfin, je sens vraiment que ça sort du cœur, tu vois, et diminuer ce côté salariat, mais c'est pas le fait d'être salarié qui me gênait, c'était le fait de n'être que de passage dans la vie des gens, enfin, de pas pouvoir les aider plus, en fait. Je sens vraiment, j'ai cette mission de service, tu vois. Et donc, j'ose à un moment donné me dire, bah, je vais poser ma plaque, je vais arrêter d'aller à domicile, de m'épuiser aussi dans des déplacements, tu vois. Et je prends un premier cabinet chez un kiné, je pose ma plaque, je diminue mon temps salarié à mi-temps, et je me dis, on verra bien. Allez, je me donne déjà 6 mois. Financièrement, on va voir comment ça le fait. Et ça le fait. Et ça le fait. Et je partage le cabinet avec une copine qui est sophro. Et ça le fait. Et donc, à l'époque, hein, 2016, euh, réseaux sociaux, pas spécialement. Enfin, c'est plus vraiment le réseau local, tu vois. T'as pignon Euh, sur rue. tu dis? Tu as pignon sur rue avec un cabinet aussi, du coup les gens Pignon sur passent et rue. ouais. Exactement. Voilà, réseaux sociaux. Pas réseaux sociaux, mais vraiment réseau local. Mm. Réseau local. J'en parle un petit peu aussi ici aux médecins de la commune où je suis. Enfin, bon, j'essaye. Voilà. Et à tel point qu'avec une autre copine psy, on décide de monter un cabinet plus grand fin 2017. Donc, on est deux, puis trois, puis quatre, puis six. Et je suis toujours salariée à mi-temps, donc je partage mon cabinet à mi-temps. Moi, je fais venir cette fois-ci une autre amie qui est réflexo comme moi. Et ben, mon activité à mi-temps est pleine, si tu veux. Et ça fonctionne bien. En plus, on est dans un bel endroit. Et donc, je suis super contente. Et là, bon, je me dis, j'ai plus que quelques années à patienter comme ça, tu vois, à ce rythme-là. Parce que moi, j'imaginais, je voyais que j'attendais que mes enfants soient grands, tu vois, qu'ils volent leurs propres ailes pour lâcher vraiment le salariat et puis ne faire que ce qui me tient le plus à cœur, mes soins en cabinet. Et puis là, ben, en fait, vient le Covid. Entre-temps, je laisse ce grand cabinet parce qu'il me coûtait quand même d'importantes charges. Donc, on va dire un peu la mort dans l'âme, je prends cette décision. Mon fils, en même temps, est étudiant à Montélimar, donc c'est pas mal de frais. Et donc, je décide de m'installer chez moi. Donc là, je m'y retrouve beaucoup mieux financièrement. Et le Covid arrive, tout ça de façon concomitante, en fait. C'est ça qui est rigolo, c'est que, tu vois, quand on parle de synchronicité, c'est que je me rends compte qu'il n'y a jamais de hasard dans les dates, quoi. J'étais prête à démarrer chez moi au moment de la fermeture du Covid. Euh, je n'avais plus de charges à payer à ce moment-là, donc c'était fou comme ça tombait bien en fait, tu vois. J'avais l'impression d'avoir le signe que ouais, c'est une bonne décision de penser à toi, de t'installer chez toi et de prendre cette direction-là. Et donc moi, en tant que soignante, on a eu une obligation vaccinale, hein, comme tu as dû en entendre parler à l'époque. Bon, travaillant en bloc, je me suis retrouvée donc acculée à cette obligation auquel je n'ai pas voulu céder. Parce qu'à l'intérieur de moi, c'était non. Et c'était bien au-delà de moi, si tu veux. C'était vraiment non, 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 non. Donc j'ai vraiment écouté ça. C'est là que c'est toujours aussi intéressant d'analyser la partie de soi qui dit non et la partie de soi qui essaie de négocier, tu vois, de dire oui, mais bon, comment tu vas faire? Après, tu n'auras plus de travail, hein, ta, 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 tu sais, les histoires qu'on se raconte, les histoires qu'on choisit d'écouter ou pas. Mais le non était beaucoup plus prégnant, en fait. Vraiment, prenait toute la place à l'intérieur. Pourquoi? Je sentais que c'était pas une bonne chose pour moi, tu vois. Je sentais vraiment ça et je peux pas te donner d'argument autre que ça.
Bon, je n'y croyais pas trop à leur truc, mais pour moi, je sentais que ce n'était pas une bonne chose. Tu vois, moi, je ne me sentais pas du tout en danger déjà, du tout. J'ai une vie saine, je me sentais absolument pas en danger et je sentais au-delà de ça que ce serait pas une bonne chose pour moi. Donc j'ai écouté ça. J'ai entendu des choses difficiles dans mon entourage professionnel de l'époque, hein. Je me suis pas fait regarder avec les bons yeux. Enfin, j'étais beaucoup jugée et ben en fait, ils étaient assez embêtés. Et j'ai cumulé des congés, puis à un moment donné, bah, j'ai reçu cette lettre de... J'ai pas pu retourner au blog travailler parce que j'ai pas répondu à cette obligation. Donc, et puis j'ai reçu à un moment donné ma lettre recommandée, comme quoi j'étais mise à l'écart. C'était quoi l'expression déjà? Suspendue. Ouais, c'était ça. Donc zéro. 0 euros. C'était un peu violent quand même, même si je savais que c'est ce qui allait se passer. Mais j'ai accepté, tu vois, j'ai vraiment accepté. euh, et je me suis concentrée sur mon activité en cabinet. Alors, moi, je démarrais pas, tu vois, j'avais déjà un mi-temps qui était plein. Et voilà, la vie a fait en sorte que je manque pas de travail, en fait, tu vois. Et c'est amusant comme quoi, amusant, je sais pas si on peut dire amusant, mais curieux comme quoi, quand tu fais un pas vers ce qui t'appelle, eh ben, c'est comme si la vie en faisait plus vers toi, tu vois. Toi, tu oses faire un pas, et ben on te répond en disant OK, vas-y, c'est bon, c'est la bonne direction. J'ai quand même remarqué ça plusieurs fois dans ma vie, le fait d'oser, tu vois, d'oser et d'écouter surtout à l'intérieur de soi ce que ça dit. Donc voilà, donc depuis 2021, parce que c'était en septembre 2021, je suis à plein temps à mon cabinet, donc ça fait 4 ans. Et dans ma pratique au cabinet, donc pratique de soins essentiellement, j'ai tellement entendu d'histoires qui se répétaient, de gens qui venaient chercher, alors qui venaient chercher du conseil, mais qui avaient besoin d'être guidés. Mais parfois, je me suis rendu compte aussi avec le temps que le conseil, c'était pas forcément la meilleure solution, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis ouverte au coaching, parce que j'ai fait moi-même ce process de coaching. Et j'ai trouvé ça tellement puissant que de recevoir des questions plutôt que des conseils, bah, c'était beaucoup plus puissant en fait, que j'ai voulu me former aussi au coaching, chose faite depuis 1 an et demi maintenant. Et voilà, et maintenant l'approche que j'ai avec les personnes qui viennent à moi, bah, c'est plutôt une approche soins et coaching. Donc voilà, quand on me demande un conseil avec insistance, je vais donner par rapport aussi à ce que je capte des personnes et ce que je ressens. Mais je vais plutôt être à renvoyer des questions parce que je trouve que c'est tellement plus intéressant. Et surtout, c'est ce que tu vois, mais tu connais tellement bien le process de transformation que ça provoque chez l'autre en face. Donc voilà, aujourd'hui, je suis vraiment pleinement heureuse avec cette activité de coaching et de soins, toujours à mon cabinet, un tout petit peu en visio, mais c'est surtout toujours en présentiel euh, que ça fonctionne bien. Voilà. Et je suis passée tellement, tellement vite au jeu, parce que la question du Exact. départ, c'était la petite fille, hein. La petite fille, dès qu'elle est devenue adolescente ou jeune femme, je pense que je suis passée au jeu. Ouais. Mm. Hmm. C'est fou. Et je le connais, le jeu en plus. Enfin, le Pourquoi, jeu pour- J-E-U. Bah, pourquoi parce que j'ai d'après dû toi? écouter tes podcasts. Est-ce que tu es à ta place aujourd'hui? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, C'est je quoi me sens à ma place. c'est quoi être à sa place aujourd'hui pour toi? Hmm. Tu sais, on parle beaucoup d'alignement. Pour moi, être à sa place, c'est vraiment suivre son cœur, tu vois. Pas hésiter à ralentir, parce qu'on est tellement à fond dans tout ce qu'on fait. Enfin, je dis on, je suis à fond dans tout ce que je fais. Pas hésiter à ralentir de temps en temps, et me dire qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi? Oui ou non, tu vois. Parfois, ça peut dire peut-être. Et c'est le corps qui donne la réponse, en fait, tu sais. Le fait de ralentir, c'est soit dans ton ventre, soit dans ta poitrine. T'as toujours la petite voix, enfin, on pourrait dire la petite voix, mais c'est juste, t'as la réponse, quoi. T'as la réponse, soit tu te sens bien, soit ça dissonne, quoi. Tu vois? Donc, être à ma place, c'est ressentir si ça dit oui à l'intérieur, quoi. Et c'est plutôt le cas souvent depuis pas mal de temps, ouais. Mm.
C'est quand la dernière fois que ça a dit non? Hmm, bonne question. Ah, la dernière fois que ça a dit non au niveau pro. Ah, ah. Pas nécessairement pro, hein, parce qu'on n'a pas Ah parlé oui, que alors pro, hein. sinon, ah bah sinon ça dit non souvent. C'est par exemple passer du temps avec telle ou telle personne, tu vois. Ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup changé ces derniers temps, c'est ne plus me forcer, tu vois. J'ai beaucoup été à faire plaisir, accéder aux désirs des autres. Ouais, je pense que la grosse majeure partie de ma vie, elle a été comme ça jusqu'à finalement assez récemment. Et bah, c'était ouais, la dernière fois que ça a dit non, je sais pas, c'est peut-être des choses un petit peu anodines, c'est non, non pour une course que tout le monde fait tous les ans. Mais moi, j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Donc, c'est Hmm. voilà, tout simplement. Je me suis pas inscrite. Tu vois? Une course du coin, super sympa, mais non, 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 j'avais envie d'autre chose. Tiens, Hmm. j'ai pas envie de Tu, m'imposer ça à cette époque de l'année. Voilà, j'avais tu envie d'être arrives, positive. tu arrives plus facilement à dire non qu'avant? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus parce que je suis plus à l'écoute à l'intérieur, justement. Et, ça a commencé par prendre conscience du fait que j'accédais beaucoup plus aux désirs des autres qu'aux miens. Tu vois, Hmm. ça a pris pas mal de temps quand même. C'était quoi le déclencheur? C'est d'observer ma maman. Observer ma maman qui est toujours là, hein, qui est en bonne forme, qui est pour moi une personne exceptionnelle, mais une personne très sacrificielle, tu vois, alors dans le don aux autres, mais à s'oublier quand même. Et c'est quelque chose dont j'ai pris conscience quand même pas mal ces dernières années et qui m'agace en fait, parce que elle mérite de prendre soin d'elle, elle pour elle, tu vois. Et ça, elle le fait pas. Comme si, en fait, pour être aimé des autres, il fallait en faire des tonnes, quoi. Et ben non, on peut être aimé des autres en étant juste soi et même en disant non, et voilà. Tu vois. Tu as hérité de ce côté sacrificiel? Longtemps, oui. Oui. C'est l'histoire de ma vie jusqu'à ces dernières années, ouais. Hmm. Notamment dans mes relations amoureuses, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Mm. C'est quoi le... Parce qu'il y a un mot que tu as utilisé beaucoup qui est le mot conditionnement et que j'associe aux croyances aussi. C'est quoi le Mhm. conditionnement le plus lourd que tu hérité et que tu as dû porter? Mm. Et quand on est une fille, une femme, il faut en faire des tonnes, beaucoup plus que quand on est un homme. Ça devient de qui ça? De ma maman. De ta maman? Mais elle l'a Et pas fait exprès, si tu veux. Elle l'a hérité, etc., etc. Elle l'a pas fait exprès, mais il faut arriver à ce moment où tu prends conscience de ça, en fait. Et ça a été long avant d'en prendre conscience. Et tu veux expliciter ce que ça veut dire, le côté, quand on est une femme, il faut en faire des tonnes ou plus que les hommes? Hmm. Oui, alors il peut y avoir de multiples exemples. C'est comme si pour prendre sa place, alors déjà il y a un côté de s'excuser de prendre sa place, tu vois. Ma maman, elle était kiné. C'était une kiné vraiment géniale, hein, qui donnait beaucoup. Et elle a sacrifié un peu son métier de kiné quand moi je suis venue au monde, si tu veux. Comme ils bricolaient pour avoir un deuxième enfant, ils ont décidé, le couple de mes parents, hein, qui s'aimaient beaucoup, et ils ont décidé que maman arrêterait de travailler, tu vois. Parce que papa était chef d'entreprise. Bon, ça, ok, c'est leur histoire. Et donc, il y a eu aussi ce truc-là de ben, je me sacrifie, mais je suis OK de le faire. Elle était heureuse de le faire, elle était heureuse d'avoir d'autres enfants. Et elle m'a vraiment transmis ce truc-là. Par exemple, tu vois, dans le fait de pas faire médecine, c'est... bah non, mon papa disait d'ailleurs, bah, c'est bien pour une femme d'être prof et puis d'avoir les vacances scolaires quand on a des enfants. Enfin, tu vois, il avait ce genre de discours qui m'agaçait aussi. Mais voilà, donc... en faire des tonnes, hmm, en faire des tonnes, c'est tout porter en fait, tout porter.
Ouais, ma maman, elle a vraiment tout porté, tu vois. Euh, Dans le modèle parental que j'avais, c'était vraiment ça. Papa était chef d'entreprise, il ramenait l'argent à la maison, il travaillait beaucoup, beaucoup, c'était normal. Et maman, en contrepartie, faisait tout, 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 tout. Tu vois? Hmm. Et moi, ça me choquait pas, enfant, en fait, tu vois. Tout ça, tu le détricotes plus tard. Et j'ai reproduit sans vraiment faire exprès, tu vois. J'ai reproduit avec mon bon cœur, avec mon mari de l'époque. J'étais très jeune aussi hein, quand je l'ai rencontré, quand on s'est mariés. Et j'ai reproduit le travail, les enfants, apprendre un autre métier à côté, voilà, bricoler à la maison, tout gérer à la maison, enfin tout, 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 tout. Et puis ça me semblait presque naturel, si tu veux, tu vois. Et puis après, on s'épuise. On s'épuise, on s'épuise. Et après, on se réveille et on prend conscience. Mm. Et il se passe quoi quand on se réveille? Eh ben, on essaie de reprendre sa place, enfin, on essaie de prendre une place qu'on n'avait peut-être pas prise jusqu'à présent. Et ben, là, ça coince parce que du coup, l'autre n'était pas habitué à ça. Donc, soit à l'époque, je pense que soit je commençais à dire mes noms, si tu veux, non, N-O-N, et à essayer de prendre une nouvelle place. Mais là, ça coinçait. Tu sais, l'autre, des fois, il est complètement perturbé parce que tu es quelqu'un, comme si tu étais quelqu'un d'autre, en fait. C'est juste quelqu'un qui exprime autre chose que ce qu'il avait l'habitude ce que j'avais l'habitude d'exprimer. Et soit, bah, je disais pas non, mais là, j'étais l'ombre de moi-même, en fait, tu vois. Et à un moment donné, c'est vrai que notre dernière fille était vraiment petite, hein, elle avait 2 ans et demi. Euh, j'ai pas dit je veux divorcer. J'ai dit je veux qu'on ait une séparation et voir ce qui se passe, tu vois. J'ai fait les choses vraiment par étapes et ça a été difficile d'arriver jusque-là. On a fait un travail thérapeutique de couple et tout. Euh, Petite précision aussi, j'étais dans un milieu très catho, donc ça aussi, ça compte beaucoup, tu vois. Il y a énormément de culpabilisation, c'est un peu terrible. Donc, mon ex-mari était très là-dedans et je crois que la thérapeute de couple a compris dès le premier rendez-vous que c'était fichu de mon côté, mais on a quand même fait 10 12 séances, enfin un truc de fou sur des mois. On est arrivé à cette séparation et là j'ai commencé à respirer et je me suis rendu compte que je respirais plus en fait. J'avais perdu des kilos, enfin c'était un peu terrible. Et ce qui m'a amené là, au-delà de moi, comment je me sentais, c'est que j'avais pas envie de montrer à mes enfants ce que c'était qu'un couple qui s'aimait plus, tu vois. D'avoir une espèce d'image de vitrine, tu vois. Et ça, c'est quelque chose aussi qui était très compliqué à supporter. Donc je me dis, c'est pas ça l'amour. Et je pense que c'est mieux pour des enfants d'avoir des enfants, des parents qui ne sont plus ensemble mais qui retrouvent un équilibre que quelque chose qui n'est plus sain en fait, qui n'est plus vrai. Voilà. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui ne respirent plus? De regarder à l'intérieur d'elle-même, qu'est-ce que ça dit? De prendre déjà un petit peu de temps, une seule, une balade en forêt, une marche dans la nature, je respire. Mais suffisamment de temps, hein, pas un quart d'heure, au moins 1 heure, et puis parce il y a toujours un process de d'abord les pensées qui s'invitent, qui s'invitent, qui s'invitent, puis à un moment donné, ça crée de l'espace, tu vois, le fait d'être dans la Hmm. nature, dans le contact de la nature, de respirer plus tranquillement, de s'apaiser un peu, et là, qu'est-ce qui vient en fait? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui descend en moi? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et de lâcher aussi cette culpabilité qui est un peu tout le temps présente, je trouve encore aujourd'hui très présente dans notre société. On nous culpabilise énormément, on porte énormément de casquettes. Euh, c'est pas humain de porter. En fait, c'est pas parce qu'on peut tout porter qu'il faut tout porter. Tu vois? J'ai pris conscience de ce truc-là aussi. C'est pas parce que j'en suis capable que je dois le faire. Tu dirais que ce serait quoi les premières choses pour lesquelles elle pourrait se libérer, pour ne plus tout porter? Hmm. Bah, ce serait déjà qu'elles sachent de quoi elles ont besoin et de quoi elles n'ont plus besoin. Tu vois?
Alors, ça peut être quelque chose de très matériel, c'est quelque chose de plus émotionnel, et de l'exprimer. Déjà, d'elle d'en prendre conscience de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai plus besoin, et comment je l'exprime, tu vois. Hmm. Selon toi, qu'est-ce qui fait que ce chemin vers soi est si compliqué pour beaucoup de personnes, des femmes ou des hommes aussi d'ailleurs? Ouais. Pardon, tu n'as pas entendu ma question. Si, tu as entendu ma Si, si, question? je Ouais, voilà. réfléchis. Je sais pas si tu réfléchissais ou si tu as bien entendu là. Ça descend, moi, Non, Cédric. ouais, non, mais Écoute, je vois ton fonctionnement, mais là, sur le coup, j'étais pas sûr. ah. Donc, tu peux répéter la question, du coup. Qu'est-ce qui fait que pour beaucoup, ce chemin vers soi est si compliqué? On l'a pas appris. Je pense que c'est ça, en fait, la clé. On l'a pas appris. Et la vie, enfin, dans mon cas présent, la vie m'a appris petit à petit, vois, petit pas par petit pas. C'est vraiment que je vois ça. Mon chemin, il est vraiment comme ça. Et si on apprenait au petit enfant, quand il est tout petit, on accepte, tu vois, qui tombe, qui crie, qui pleure, qui passe du rire aux larmes. Et puis un beau jour, le petit enfant n'est plus petit enfant, et puis il n'a plus le droit de pleurer pour un oui, pour un non, d'exploser de joie, il faut se contenir, tu vois. Et si on apprenait très petit, très jeune, à dire de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, non, j'ai pas envie, d'accepter que l'enfant n'ait plus envie. Alors évidemment, il y a des codes de société, hein, mais qui est vraiment de la place pour ça, pour qui se ressentent et qui osent l'exprimer, et puis que ça continue à l'adolescence, parce que je pense qu'à l'adolescence, c'est un moment vraiment clé de ça, où ils essaient tous un petit peu de se ressembler parce que c'est rassurant. Mais non, c'est quoi ton unicité? C'est quoi ta singularité? C'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi qui te met en joie? Ça doit te parler forcément. Et exprime-le. On est là, on t'écoute, on te rassure, on te met en sécurité, on t'aime, tu vois. Et ça, je pense que ça manque beaucoup aujourd'hui. Et donc, on grandit comme ça, bon an, mal an, et on devient des adultes tous assez blessés, en fait. Hmm. Tu crois que c'est quoi la peur qui est derrière tout ça? Hmm. Le rejet, Hmm. hmm, ne pas être accepté. Tu l'as vécu? Ou subi? Euh, Ah, ouais, un peu quand même quand je suis arrivée dans cette pension-là de petite jeune fille BCBG, là, ouais, c'était pas très agréable, je me sentais pas du tout dans le milieu. Ouais, un petit mélange de rejet de ce côté-là et d'abandon du côté familial, même si je savais intellectuellement que c'était pas ça, que c'était pour que ce soit le mieux pour moi. Ça, je le comprenais. Mais quand même, dans mes tripes, c'était ça, tu vois. Mm. Ouais. Ouais. Non, non, vas-y. Non, et puis le rejet jusqu'à ce que je te racontais là sur Hmm. 2021, tu vois, où on était obligé de faire une picouse, un truc, on sait même pas vraiment ce qu'il y a dedans, alors que moi, non, je me sens en santé. Et pourquoi tu me rejettes? Parce que je décide de ça pour moi, en fait. Je suis un danger pour personne, je me respecte, c'est tout. Ouais. Et tu penses que quand on a peur du rejet, on peut aussi du coup inconsciemment se rejeter soi-même? Ah ouais, très intéressant, ouais. Et ne plus écouter qui on est, ouais. Mm. Hmm. Ne pas écouter, ne plus écouter, ouais. Oui, ouais, Ça, c'est oui. ce qui me vient en t'écoutant en tout cas, hein. C'est un process, oui, ouais, ça va fonctionner comme ça, certainement, ouais. D'endormir, en fait, ce Hmm. qui vibre à l'intérieur. Mm. Qui sont les personnes qui viennent le plus souvent à toi aujourd'hui, maintenant que que tu respires et que tu es éveillé, réveillé entre guillemets? Ce sont majoritairement des femmes, même si j'accueille tout le monde, hein. J'ai quelques hommes qui viennent. En général, ce sont des hommes qui ont vraiment une grande sensibilité. Mais j'ai majoritairement des femmes qui viennent à moi, des femmes qui sont vraiment dans des transitions de vie, où elles ont déjà un mal-être au niveau du corps. Et, donc c'est vraiment parce qu'elles viennent en général toujours pour du soin. Coaching, le mot, les gens ne savent pas bien ce que c'est en fait, hein. On pense souvent au coaching sportif, allez, on va encourager, allez, on va, tu vois. Mais non, évidemment, toi, comment on sait que c'est pas ça? Même si on encourage aussi, évidemment. Et donc elles ont vraiment des problématiques de mal-être avec elles-mêmes, tu vois. Alors
C'est quoi, c'est Ça- un mal-être corporel, émotionnel, psychique, ce serait quoi? voilà, un mélange de tout ça, mais en général, elles viennent par le biais du corps. Je dors mal, mes Hmm. hormones, ça va pas, j'ai des problèmes digestifs, je suis ballonnée, j'ai mal au dos, j'ai des migraines. Enfin, tu vois, le corps parle, hein. Le corps est un formidable élément d'expression, en fait, hein. Le corps s'exprime constamment, constamment, et tout doucement, on travaille sur le corps, on vient émerger les émotions à l'intérieur parce que ça n'est que ça en fait. C'est vraiment tout est engrangé à l'intérieur, on n'écoute pas et puis à un moment donné, ça sort comme ci, ça sort comme ça. Quand on va remettre de l'équilibre dans le corps, du mouvement à l'intérieur, tu vois, déjà elles le ressentent, hein, déjà une séance, on ressent en fait que ça recircule, tu vois. On fait de l'espace à l'intérieur. Tu vois, en coaching, on fait de l'espace vraiment Hmm. dans le mental, aussi connecté à son cœur, hein, on va faire de l'espace. Et là, dans le corps, on va faire de l'espace en amenant du relâchement. En fait, c'est vraiment tout bête. C'est amener de la relaxation et du relâchement. Il y a de l'apaisement, tu vois. Et ben, quand ça crée de l'espace à l'intérieur, tout circule mieux. Voilà. Et là, bon, moi, comme je ressens aussi les émotions des gens, quand je travaille autour d'eux, au-dessus d'eux, ben, je pose des petites questions aussi, tu vois. Et puis, ben, souvent, c'est un moment propice à ce que les gens racontent un petit peu et puis s'autorisent aussi à lâcher leurs émotions. Et on procède comme ça, par étapes. Et puis, bon, déjà apaiser le corps, apaiser les différents mots MAUX. Et puis après, il y a d'autres mots MOTS qui sortent. Et puis après, j'amène mes fameuses questions, tu vois, petit à petit, vraiment avec beaucoup de douceur, parce que en général, devenir, hein, quand le corps n'en peut plus, c'est que tout avant, t'imagines tout ce qui a été comprimé, compressé, euh, tu, euh, pas écouté en fait. Comment tu fais pour, concrètement, pour apaiser le corps? Comment se déroule une séance? Alors, moi, je fais différents types de soins. Ça peut être que du soin énergétique où je travaille que sur le corps énergétique. Alors, ça peut sembler un peu curieux, ça, mais c'est vraiment cette enveloppe qu'on a au-dessus du corps qu'on peut sentir si on s'entraîne, tu vois. Tu peux ressentir, là, tu as le corps physique, mais tu peux ressentir comme une petite épaisseur, une espèce de densité. Donc, vraiment, aller vraiment travailler sur ce corps-là qu'en soin énergétique. La réflexologie, c'est vraiment ce qui est le plus connu, la réflexologie plantaire. Euh, Tout notre corps qui serait imprimé au niveau de nos pieds. Donc, on ressent tout, toutes les fonctions, tous les organes au niveau des pieds, les orteils, les zones de tête, les arches internes, c'est la colonne vertébrale, tu vois, les talons, le bassin. Je te le fais, voilà, pour donner un petit peu un schéma. Je travaille aussi sur les points d'acupuncture, mais avec mes doigts, donc les méridiens, c'est en médecine traditionnelle chinoise. Donc, je fais un bon mélange de tout ça. Et comme ça me donne plein d'indications. Et on va remettre de l'équilibre là-dedans. Donc en fait, tout ça, c'est très relaxant en fait quand tu vas contacter le corps, que tu prends le temps, que tu laisses la respiration se poser. Tu vois, je donne pas d'indications aux gens pour respirer en soins, mais ça se fait tout seul en fait. Et ils s'autorisent. Alors souvent, c'est rigolo parce qu'une première séance, ils sont un peu plus ou moins aux aguets, comment ça va se passer. Et puis, ben, une deuxième séance, déjà, ils savent. Donc, ils s'autorisent tout de suite à se relâcher. Et on peut aller plus loin. Et tu vois, l'effet, il est cumulé. On recommence pas de zéro à chaque fois parce que le corps a aussi une mémoire. Il se souvient. Il se souvient que là, il est en sécurité, il peut relâcher. Donc, je te parlais du soin de réflexo. Il y a aussi un soin, je fais aussi un massage drainant, voilà, qui est axé sur le système lymphatique, mais qui est aussi très énergétique en fait, hein, qui permet aussi l'énergie de mieux circuler dans le corps. Pour moi, tu peux pas traiter le corps physique sans traiter le corps énergétique et vice-versa en fait. Tout est lié, tu vois. L'énergie, c'est aussi les émotions. Voilà. Je sais pas si ça te parle tout ça. En tout cas, ça donne envie. J'ai hâte que tu viennes vivre à Annecy, du coup, parce que là, tu es un peu loin. Non, Ouais. non, ça donne ça. Tu l'exprimes. Enfin, c'est fluide et Ouais. ça donne envie d'en savoir plus. Mm. Et j'avais une question qui est partie du coup. Ça te donne envie et euh, oui, c'est quoi le. T'as un exemple parce que j'imagine que du coup, ça doit donner parfois des impacts profonds et importants sur des personnes. Une fois que tout ça Mhm. est apaisé, libéré et plus comme tu l'as dit. Tu as des exemples d'impact sur des personnes qui ont vu transfigurer leur quotidien, leur vie, leur personnalité peut-être?
Mm. Ouais, parce qu'en fait, après, les personnes, elles s'autorisent plus, tu vois, à être à l'écoute. Le fait de revenir au corps, elles s'autorisent plus à, bah, à s'exprimer, à exprimer ce qui ne va pas chez elles, par exemple. Ouais, il y a des processus de séparation aussi, hein. Il y a des processus de changement de travail, de renouer des fois avec des gens avec qui il y a eu des blessures anciennes, mais en fait, on ne sait plus pourquoi. Et quand on va retravailler tout ça, ben, on peut reprendre contact, démêler, tu vois, arrêter d'être dans ces suppositions. Ou au contraire, il y a le fait de couper des liens avec des gens qui sont trop toxiques, en fait, hein, dans les entourages personnels, professionnels, de couper la relation, voilà, sans culpabiliser là, du coup, tu vois. Parce que la personne se respecte et oui, il y a quand même des conséquences positives pour la personne. Mais c'est pas sans... Même si ça essaie d'être le plus doux possible, si tu veux, c'est un process, hein. C'est tout un process. Mm. C'est quoi la relation que tu entretiens du coup avec tes clients? Jusqu'où ça? Parce que est-ce qu'il n'y a pas parfois des transferts qui peuvent se faire ou une proximité parce que Oui, tu vas loin, j'imagine. oui. Alors, transfert, oui, j'ai étudié ça, cette notion-là, quand j'étais infirmière, oui, bien sûr. Alors, moi, je dirais pas de transfert, mais c'est vrai qu'il y a il y a des clientes, enfin, j'ai longtemps dit patiente parce que j'étais infirmière, mais maintenant, je dis clientes, qui sont devenues proches, en fait. Hmm. Et on se voit maintenant à l'extérieur, mais elles sont plus clientes. Tu vois, qui sont devenus ouais, je pense à trois personnes, tu vois, pas Hmm. plus. Ça a pu aller jusque-là parce que je pense aussi c'est des rencontres aussi, tout simplement, hein. Moi, je les ai aidées à un moment donné dans leur process de vie, mais parce qu'elles sont venues vers moi, et puis voilà. Mais non, c'est anecdotique, je dirais. Hmm. Mais, mais en tout cas, j'adore aujourd'hui vivre ces relations-là avec mes clients, mes clientes, parce que justement, il y a tout un travail qui peut se faire. Et tu vois, c'est ce qui me frustrait dans ma posture d'infirmière anesthésiste, quoi. Mm. J'avais Ça, pas ça, la suite. t'avais pas le début et la fin, effectivement, Ah t'avais que ouais, le milieu. j'ai pas de suite. Ça dure combien de temps quand on vient te voir? Ça fonctionne comment d'ailleurs? Alors mes séances, chaque séance dure entre une heure et quart, une heure et demie. Ouais. Et ça fonctionne comment? Alors, pourrais dire entre guillemets que je suis à la séance, mais en fait, tout naturellement, les gens reviennent. Enfin, même chaque fin de première séance, bon, maintenant, on fait comment? La suite, c'est quoi? Tu vois, ça se fait naturellement, tu vois. Je fais pas signer de contrat. Il y a vraiment qu'un coaching pur où on va faire le contrat, mais je fais pas signer de contrat. On part pas pour tant de séances parce que il y a quand même une inconnue de je vais pas les lâcher au bout de 6 fois elles sont venues sur 4 mois et ça va mieux. Non, je laisse une grande place à la personne va décider quand est-ce Hmm. qu'elle a besoin de moi, Ok. tu vois. Et puis d'ailleurs, il ne s'agit pas de créer un besoin, évidemment, Hmm. tu vois. Hmm. C'est quoi la place du sport dans ta vie aujourd'hui? Ah, pourquoi tu me poses cette question? Ah, ben c'est une place prépondérante. Alors, j'en ai pas parlé dans Il était une fois. Si je me remettais à il était une fois une jeune fille en fait qui a aussi, je le dis maintenant, qui a aussi traversé ses années de pensionnat grâce au sport. Et grâce au volleyball, elle a pu aller en championnat de France, en UNSS, avec une prof de sport qui était formidable. En fait, c'est ce qui l'a tenue en fait, pendant ces années de collège. Et plus en amusement au lycée. On jouait le midi, en fait, tu vois. Et après, il n'y a plus du tout de sport pendant toutes mes années de mariage, enfant. Et à l'âge de 39 ans, j'ai commencé à courir. Donc j'en ai 51, donc tu vois, ça fait plus de 10 ans. Et pourquoi? Une période de ma vie, en fait, où c'était vraiment la période compliquée de ma vie, tu vois, séparation, gros creux de la vague, difficulté. Vraiment, c'est un truc qui est arrivé, mais comme ça. Moi, j'étais de celles qui disaient courir, mais pourquoi faire, en fait? Pour aller où? Ok, toi, tu joues au volleyball, t'es un sport d'équipe, toi, il y a un but, il y a un sens, courir. Pareil, petite voix qui m'a dit un dimanche après-midi où j'avais pas mes enfants, où c'était un peu le dramaland, tu vois. Mais des baskets et va courir. Alors des baskets, j'en avais pour le principe dans le placard.
J'avais même pas de short, je crois, en vieux jogging, et je suis allée courir. Mais vraiment, le truc, je m'observais faire le truc. J'ai dû courir 20 minutes, et ce que j'ai observé en rentrant, c'est que bah, c'était moins pire, tu vois. Je me Hmm. sentais plutôt mieux. Donc j'ai recommencé, encore et encore et encore. Je crois que moins d'un mois après, je courais mon premier 10 kilomètres. Je découvrais l'ambiance des courses avec Dossard dans ma ville et puis un marathon et puis après la découverte du trail et puis voilà et après c'est devenu tellement prépondérant, tu cours une fois, deux fois, trois fois par semaine et puis après tu allonges les distances et puis après il y a cette course à pied en nature où là c'est le parfait combo parce qu'il y a ce côté, bah, je fais du sport, ce côté, je vais me défouler, je vais, euh, cette espèce de lavage, tu vois, émotionnel que ça procure. Dans un premier temps et après, ce côté créatif, moi j'ai aussi beaucoup d'idées quand je cours. Et puis ben voilà, je saurais m'en passer aujourd'hui, c'est vrai, je ne saurais pas m'en passer parce que c'est un tel bienfait. Alors oui, le sport pour la santé bien sûr, mais ce côté aller dehors, tu vois, aller Oui. s'aérer, aller dans la forêt. Moi, il y a surtout la forêt, des collines autour de chez moi. Et j'adore toutes les saisons, hein, même en ce moment où c'est un peu déchu, tu vois, Hmm. et il y a toujours des choses chouettes à observer et à ressentir. La forêt, ça recèle de mille trésors. J'adore ça, j'adore les odeurs. Enfin, donc le sport en nature a une place, oui, prépondérante dans ma vie parce que c'est un ressourcement et puis une inspiration. Mm. Tu cours combien de... C'est quoi, t'as tes fréquences de course par semaine ou par mois? Ouais, alors ça dépend des saisons. Tu vois, là, Hmm. si c'est une saison où c'est beaucoup ralenti, je fais de plus en plus attention à ça, à suivre plus les saisons, tu vois, l'énergie des saisons. Je le ressens dans mon corps, hein, c'est plus coûteux, je peux pas faire le même rythme qu'en plein été, par exemple. Donc en ce moment, ça va être deux, trois fois par semaine. Et quand on est au cœur du printemps, de l'été, là, ça peut être quatre, cinq fois. Euh, Avec les années, j'ai un petit peu varié, c'est-à-dire j'ai ajouté du RPM, du vélo en salle, tu Hmm. sais, avec pour travailler le cardio, la puissance, la résistance, du renforcement musculaire et du yoga que je pratique depuis pas mal d'années. Parce que la course, c'est super chouette, mais je me suis rendu compte que je m'enraidissais, je me suis vite enraidie, donc j'avais commencé à ajouter le yoga À quel âge? toute seule. À quel âge? Ça Ah ben, à m'intéresse. quel âge, Cédric? Justement, c'est pour voir si je suis encore... si je suis rouillé ou je peux encore m'y mettre. À quel âge? Enfin, toi, à quel âge Ah, t'as commencé, hein? ouais, mais je pense que c'était pas si longtemps après avoir commencé à courir, donc peut-être 42, 43. Ouais, Ok. Et du coup, tu veux nous parler un peu de la pratique du yoga dans la course à pied? ouais. Donc en fait, j'ai commencé à faire du yoga moi, toute seule dans mon coin pour essayer de contrebalancer un peu cette raideur qui s'installait liée à la course à pied. Un peu dans le sens s'étirer si tu veux. Mais en fait, dans le yoga, il y a bien plus que ça. C'est pas que des étirements, il y a le côté en fait, il y a plein de piliers, hein, il y a vraiment une philosophie du yoga, mais on va pas tout prendre. Il y a ce côté que j'aime beaucoup qui est la bienveillance envers soi, tu vois. Comment je suis bienveillante envers moi, comment je vais pas aller me faire mal. C'est pas se faire mal pour se faire mal, mais c'est juste comment je vais me respecter en fait pour pas trop me faire mal justement et être à l'écoute un peu des petits signaux plus fins et plus subtils. Il y a ce côté respiration, comment je vais pouvoir optimiser aussi mon souffle sur le tapis, puis dans ma course à pied. Et puis bah, le côté des postures pour s'assouplir, c'est tout le monde pense à ça. Ah, je peux pas faire de yoga, je suis pas souple. Mais non, mais justement, le yoga, il y a pas, il y a la posture, on va dire parfaite, mais il y a en fait, le message aussi, c'est va où jusqu'où ton corps t'emmène et avec beaucoup de bienveillance, tu vois, pour ce corps qui t'emmène bah, là où il peut. Et puis un jour ne fait pas l'autre. Et c'est aussi la répétition qui fait que bah, voilà, la mémoire du corps dont on parlait tout à l'heure avec les soins, eh ben, la répétition va faire que le corps va engranger le message et être de plus en plus résilient, tu vois. Donc ce combo de yoga, course à pied, en fait,
euh, ce que j'apprends sur mon tapis, je l'implémente un petit peu au niveau mental dans ma course, tu vois. Ce côté résilience, ce côté à l'écoute, ce côté euh, inconfort ok, douleur non, tu vois. Donc de Mm. savoir reculer un petit peu pour pas aller jusque là où je vais vraiment me faire mal. Mm. De rester dans l'inconfort, c'est ok, mais pas aller jusque dans la douleur. Donc le yoga m'aide beaucoup à ça, en fait. Mm. Tu fais je crois, des séminaires, c'est ça, hein, sur le yoga et la course à pied Mm. notamment, hein. Ouais, ouais, ouais. J'ai une bonne amie, déjà amie de trail, qui est coach sportive et qui... Alors c'est marrant parce que c'est un moment, pareil, synchronicité, où j'y pensais que moi j'aimerais bien animer du trail et du yoga, mais je me dis, mais toute seule quand même, c'est un peu lourd, tu vois, d'avoir toujours toutes ces casquettes. Et cette amie, Marie, vient vers moi et me dit, Isa, j'ai pensé à un truc et tu voudrais pas qu'on fasse ensemble? Super combo. Donc, on fait des stages de trail et de yoga et on a déjà fait des formules journée, tu vois. Mhm. On a testé ça en juin, en septembre. Ça a eu vraiment du succès, les gens ont beaucoup aimé. Et là, du coup, on fait des formules week-end l'année prochaine. On en fait un en mars et un en juin. On fait ça en Suisse normande. Donc, je suis en Normandie, on peut dire. La Suisse normande, la fameuse Suisse normande à côté de. À côté d'Annecy. Non, pas du Voilà, tout. c'est ça. Non, non, la fameuse Suisse normande qui est Seuls nous deux vraiment... comprendrons cette blague. Enfin, Voilà. Ok, ouais, la Suisse normande, donc là-haut, hein, pas à côté de la Suisse, hein, pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas qu'il y avait une Suisse normande en Normandie, du coup. Ouais, et comme son nom l'indique, c'est bien vallonné, tu vois. C'est vraiment très, 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 très beau. Donc, on va aller là. Et donc, le stage de mars, c'est cool, il est déjà complet. Et le stage de juin, on a quelques inscrits, il reste de la place. Super. Et pour moi, c'est beaucoup de joie d'animer ça avec Marie parce que c'est fluide, tu vois. Et c'est ça, je constate aussi dans la vie que des fois, on se prend la tête, on se met des objectifs de fou. Mais en fait, les choses qui doivent arriver, elles arrivent, hein. Elles arrivent naturellement, simplement, avec une certaine fluidité. Alors évidemment, si tu n'en as pas la vision avant, je pense que, Mm. je sais pas si ça arrive, mais parfois, on est, on a cette envie, cette vision, et on est hyper, hyper concentré sur le comment, tu vois, dans le détail, je veux dire. Évidemment, il y a des grandes étapes, mais parfois on est très concentré sur le détail. Et puis quand on lâche un peu, eh ben, les choses se font, quoi. Mm. Alors, je dis pas C'est qu'il faut pas, par exemple, nos stages, ça s'est fait comme ça, de manière fluide. Évidemment, on le prépare. On a envie de transmettre des trucs super sympas. On va le préparer. Donc, comment, évidemment, qu'on va se retrousser les manches et qu'on le prépare et que ça y est, c'est booké. Mais tu vois, l'idée, c'est de pas non plus se prendre trop la tête, quoi. De vraiment, je pense, moi, ce que je remarque, c'est vraiment quand c'est vraiment au niveau du cœur, ça fonctionne. Tu vois, vraiment de descendre du mental à l'intérieur. Mm. Tu parles pas mal de synchronicité, c'est quoi ta plus belle rencontre? Tu vas te faire des ennemis et une amie. Un super coach sur LinkedIn. Oui, oui, parce que tu vois, LinkedIn, je suis pas hyper à l'aise avec ce réseau-là. Et j'essaye, hein, là, du coup, je fais des efforts. J'essaye d'être un peu présente. Et il y a deux personnes géniales que j'ai rencontrées, c'est Marine et c'est toi, tu vois. Oh, c'est Et gentil. c'est rigolo, c'est comme si je me connectais pour... tu vois, les rencontres, c'est rigolo. Tu me disais les plus belles rencontres. Il y en a plein des belles rencontres. Une Euh, qui a, euh, une qui a, pardon, je trouve mon mot, qui a impacté, enfin, la trajectoire de ta vie. c'est une question qui est ah, costaud, ouais, qui mérite réflexion. Ouais, je pense que je peux les mettre en... Ça peut sembler bateau, mais en même temps, je peux les mettre au niveau de la rencontre. Ce sont mes enfants, qui sont comme une rencontre dans ma vie. J'ai jamais, tu vois, comme j'avais pas de grands rêves quand j'étais enfant, je me disais pas, je veux me marier, je veux avoir des enfants. En plus quatre, t'imagines, j'avais jamais imaginé ça.
ils m'ont vraiment fait changer, tu vois, ils m'ont vraiment transformée les uns après les autres. Hein, parce qu'il y a 10 ans entre mon grand et ma dernière, et j'ai pas été la même maman pour le premier et la dernière. Ils m'ont appris, ils m'apprennent, et c'est vraiment leur rencontre dans ma vie. Je dis la rencontre parce que moi, je crois à ça, que nos enfants nous choisissent, etc., tu vois. Et euh, ce sont comme des maîtres, tu vois. Je pense que on vit à une époque aujourd'hui où on peut plus être dans t'es un enfant, tais-toi, ça compte pas ce que tu dis, ou tu vois, au sujet, comme nos grands-parents, ou ce genre de choses. C'est intéressant de les écouter. Ma petite dernière, j'ai beaucoup plus écouté que mon fils aîné au même âge, tu vois, parce qu'ils sont encore tellement pleins d'innocence, mais pleins de sagesse en même temps. Et donc, je suis toujours très attentive à ce qu'ils vont me dire. Je leur demande régulièrement leur ressenti, leur avis, euh, leur point de vue, tu vois, même sur des choses, même au niveau pro, hein, je suis vraiment attentive à ça parce que je trouve qu'ils ont un regard qui est intéressant. Dans leur expérience plus petite de timing de la vie, mais j'adore le regard qu'ils ont avec leur modernité, justement, dans aujourd'hui, tu vois. Ouais, vraiment, c'est ce qui me vient à te Ben, c'était répondre. une très belle réponse. Ils seront heureux de l'entendre, j'espère. J'espère. C'est quoi tes rêves encore aujourd'hui, Isabelle? Ah, j'en ai plein, j'en ai plein. Alors, je sors ce programme de yoga pour coureurs là très bientôt. Le contenu, il est fait. Je me heurte plutôt à tu vois, des choses techniques en fait pour le distribuer, mais ça va bientôt sortir. Je rêve que ce programme ait vraiment du succès parce que je suis convaincue que ça va aider plein de coureurs. Je rêve d'aider le plus de gens possible qui viennent au cabinet, mais pas que. Et là, je ne suis pas encore dans le comment, mais en tout cas, c'est vraiment mon rêve d'aider à plus grande échelle, si tu veux, de contribuer à plus grande échelle pour revenir à la notion de service, tu vois. J'ai vraiment l'impression que je suis là pour servir, en fait, de la façon dont je le fais. Je rêve d'aller courir sur l'île de la Réunion. Ah bah, on fera ensemble. Je rêve de rencontrer l'homme de ma vie là, en 2026, dans quelques jours. J'ai plein de rêves, tu vois. Mm. Je rêve de venir vivre à la montagne aussi un jour. Tu vois, j'en ai plein des rêves. Bah écoute, ils vont tous se réaliser, j'en suis certain. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui s'excusent encore de prendre leur place? Hmm. Oser, vraiment, 4 lettres, hein. Oser. Oser, c'est quoi le risque? C'est quoi le risque? Mm. C'est quoi le risque d'oser? Et surtout, c'est quoi le risque de pas oser? Tu Ouais. vois. Du coup, l'inaction. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille de la campagne qui était entre ses deux frères? Waouh. Qu'est-ce que je lui dirais? Parce que surtout, je pense qu'elle serait bien surprise de la place qu'elle a pris, qu'elle a osé prendre dans la vie. Elle a toujours un peu bataillé hein, pour être avec ses frères, justement, qui, eux, se sont retrouvés beaucoup à jouer ensemble, tu vois, et moi, essayer de faire ma place déjà si petite. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais aussi ça, d'oser d'oser s'exprimer, de pas attendre qu'on lui donne la parole, de pas attendre qu'on lui présente un choix ou un autre, d'oser d'oser s'exprimer. Ouais, je lui dirais, je lui dirais principalement ça, de parler. Tu vois, enfant, j'ai beaucoup entendu, c'est fou, c'est un truc qui remonte beaucoup ces temps derniers. Arrête de parler pour ne rien dire. C'est fort quand même, tu vois. Et je sais pas pourquoi j'entendais ça. Enfin, j'entendais ça de la part de, de ma maman. Mais toujours pareil, qui pensait pas faire un mal, mais je sais pas pourquoi, à quoi ça correspondait, tu vois. Mais donc je lui dirais à cette petite fille, bah vas-y, ne tiens pas compte de ça, mais
exprime-toi et ose. Ose dire ce que tu penses, en fait. Et ce que tu veux, surtout. Merci Isabelle. Et quelques questions avant de se quitter, si tu veux bien. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré, Isabelle? Hmm. Alors moi, j'ai la larme à l'œil facile, hein. C'est quand la dernière fois que j'ai pleuré? Eh ben, c'était dans mon cabinet de soins. Enfin, pleurer, la larme à l'œil, tu vois. Vendredi, avec une cliente qui a libéré vraiment un gros truc et ça m'a vraiment, vraiment émue, quoi. Ça me... Voilà, je peux pas trop dire quoi exactement, Mhm. mais voilà, elle a libéré un gros truc et quel soulagement. Et moi, ça m'émeut quand je vois les gens qui n'empêchent pas ça, tu vois, qui se Mhm. permettent. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand ça va pas? Voilà. Est-ce que je peux dire que je sais pas si je peux dire que quand ça va pas, c'était il y a longtemps ça quand ça va pas. Qu'est-ce Alors que quand ça j'écoute va, si comme tu veux. musique? Oui, qu'est-ce que j'écoute? J'aime beaucoup la musique épique, tu sais, un peu les musiques de films Mhm. épiques. J'aime beaucoup écouter ça quand je cours. Euh, Sinon, ouais, la variété, enfin, j'ai j'ai pas des choses Éclectique. en partie, mais la musique épique, j'aime beaucoup ça, ouais. Si tu avais un conseil lecture, film, ce que tu veux, ce serait quoi? Il y a un film que j'aimerais aller voir, c'est qui va sortir mercredi. Je crois que je sais pas, l'appel de la forêt. Je sais pas. Mais du coup, c'est un conseil. Si tu l'as pas encore vu, Ouais. comment tu peux le conseiller? Non, non, parce que oui, 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 non, mais parce que c'est une amie m'a partagé ça. Elle m'a dit, faut absolument que tu vois ça. Une amie qui habitait à la montagne. L'appel Oui, de t'as la raison. forêt, d'accord. Mais Ouais. je retiens. Il y a le mot forêt. Il sort mercredi. Ok. C'est vraiment un film nature, un docu-film en fait. Euh, un conseil, c'est Avatar. J'ai adoré Avatar. C'est porteur de tellement de messages en fait. C'est tellement actuel. C'est pas le futur, c'est déjà là. Hmm. Tu vois, c'est Avatar. Il y a vraiment plein de niveaux de lecture et j'adore ce film. Euh, conseil lecture. Si tu as, ouais. Ouais, j'aime beaucoup Paolo Coelho. Hmm. J'aime beaucoup ses livres. L'alchimiste et au bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré. J'aime beaucoup ça. Et puis j'aime bien aussi les Barjavel. Je sais pas si tu Hmm. connais cet auteur. Si, bien sûr. Bah, la nuit des temps. Le fameux Nuit des temps, pas que, Magnifique. mais ouais, et qui est pareil, je pense, très très visionnaire. Mm. Ouais, j'avoue. J'avoue. Merci Isabelle, c'était un bonheur de... C'est passé super vite. Oui, c'est passé Enfin, en super tout cas vite. pour nous deux. Merci, Cédric. Avec plaisir. Non, c'était un... comme je le disais, euh, je fais de, enfin, pardon, de faire des épisodes de podcast est devenu rare chez moi, enfin avec nos rules, sauf exception, et tu fais partie de ces exceptions, parce que je te considère comme tel, et parce que c'est toujours un plaisir de voir autant de douceur, d'amour, d'humilité, de respect, de bienveillance, mais aussi de pertinence et de finesse quand j'échange avec toi. Euh, Nous, on va se revoir en mars avec le refuge, puisque tu fais Ah partie des oui. pionniers qui allaient vivre l'expérience de James Sedin du refuge en montagne pour les professionnels de l'accompagnement. Mais je te laisse le mot de la fin, Isabelle. Un grand merci, je suis super heureuse de cet échange. Ouais, j'ai hâte pour le refuge. Euh, c'est super plaisant de t'entendre parler moi comme ça, la douceur. Je sais que on me le renvoie souvent. Le mot de la fin, c'est que la douceur, ça n'empêche pas que ce soit très puissant en fait dans le message qu'elle peut porter. Tu vois, je pense que et par les temps actuels où il y a beaucoup de violence. On nous montre beaucoup de violence, on peut choisir ou pas de la regarder, hein, mais en tout cas, elle est très présente, que ce soit physique ou psychologique. Et pour se préserver, je pense que revenir à la douceur sans penser que c'est gnangnan ou Hmm. un signe de faiblesse, et ben, ouais, le message que je voudrais dire, c'est pensez-y à la douceur, c'est très puissant en fait. Ça ramène vraiment à l'intérieur de soi, au respect de soi. Et si on se respecte soi, ben, on est plus dans le respect des autres et dans l'écoute des autres. Ouais. Bah, super conclusion. Mm. Merci beaucoup et je suis complètement
aligné, d'accord avec ce que tu dis. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Isabelle, si quelqu'un voudrait absolument te contacter? Ben, en tapant Isabelle Le Picard sur Google, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il y a mon site internet. Je suis surtout présente sur Instagram, hein, Isabelle Coaching Holistique, ou Isabelle Run et Yoga pour la partie yoga pour coureurs. Et puis, bah, je suis aussi avec mon nom sur LinkedIn. Voilà. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis, si vous voulez découvrir Isabelle et notamment ses différents talents. Merci beaucoup, à très vite, Isabelle. Merci beaucoup, Cédric. Ravi, ravi.